Comme prévu, Clara est totalement opposée à mon projet. On passe des heures à essayer de se convaincre du bien fondé de nos opinions respectives. Elle fait souvent référence à de vieux dossiers sur notre parcours de vie. Je fais comme elle. Moi aussi, j'argumente avec notre passé. Ça n'avance pas. On s'enlise dans les reproches, les vieilles rancœurs. Finalement, la fatigue prend le dessus. Elle finit par s'endormir. Moi, je continue à tourner en rond dans ma tête. Je pense à ce que je dois faire, ma future mission. Puis, je pense à nous. Je pense à ce que le nous veut dire. Qu'est-ce que le nous? Qu'est-ce que le couple? Eh oui, aujourd'hui, le mariage s'envisage à temps partiel. Ou un mariage avec des clauses de droit à l'adultère. Voire mariage multiple, avec plusieurs conjoints de sexe différenciés ou pas. Mariage en ligne, ou par souci de reconnaissance sociale, avec une cérémonie où les fastes n'ont aucune limite. Le couple et sa conséquence, l'entité familiale, sont devenus multifacettes, personnalisées et adaptées aux convictions, aux aspirations de chacun. Dans certains cas, il est également un apparat, un arrangement pour accéder à un statut ou à un certain milieu. Mais la tendance sur ces dernières décennies est que le mariage n'existe plus vraiment en tant que tel. Il est plus la survivance d'une nostalgie, d'un lointain souvenir de repères passés. Désormais, la débauche et les plaisirs individuels ont tué les structures du couple et de la famille. Et la naissance du couple. Pour la plupart de mes contemporains, elle se fait souvent à distance, à virtuel. Ce mode de fonctionnement permet de tricher, de changer son comportement ou son aspect. Des options payantes sur ces sites de rencontres permettent aussi de modifier son identité, sa vie, ses goûts, son parcours, etc. En fait, modifier tout ce qui est utile pour séduire celle ou celui qu'on a choisi pour futur partenaire. Il existe même des générateurs de faux sentiments qui permettent de construire l'illusion d'une émotion qui saura plaire, rassurer ou convaincre. Une fois la séduction validée, il ne reste plus qu'à consommer, ou pas. En virtuel le plus souvent, rarement en réel. La réalité est souvent si décevante. Et l'amour dans tout ça. L'amour a pris une nouvelle forme, parfois incongrue, inattendue. Certains employés des sociétés du top 40 se marient à leur entreprise. C'est l'acte d'adhésion totale et ultime. D'autres se marient à leurs animaux de compagnie. Certains s'unissent même à des IA qui paramètrent selon leur goût, puis les incarnent dans des androïdes, aux aptitudes sexuelles développées selon leurs désirs les plus intimes. Et enfin, les perversions extrêmes en conduisent certains au mariage nécrophile et autres concepts plus proches de la folie que de l'amour classique. Désormais, la seule limite est le budget de celui ou celle qui se lance dans la démarche de reconnaissance de son couple. Mais il me faut arrêter de penser à tout ça pour rien. Demain, j'ai énormément de choses à faire. Je me décide enfin à utiliser les fonctions d'automédication de mon corps. J'enclenche la fonction somnifère. Je sens alors les drogues prendre le dessus. Mon esprit sombre enfin dans le monde des rêves et du sommeil. Il est à présent 8 heures du matin. Mon réveil interne se déclenche. Il me faut me lever, je vais devoir passer l'essentiel de la journée à préparer la mission que Caligian m'a confiée. Clara y est toujours opposée, mais ma décision est prise. Nous avons vraiment besoin de cet argent. Les délais sont très serrés, le risque est immense, mais le montant de ma prime est exceptionnel. Il me faut m'équiper au plus vite. Si je prends le temps et si je déjeune avec elle, peut-être pourrai-je enfin l'apaiser et lui faire comprendre les raisons de ma décision. Nous prenons ensemble nos charges matinales, et j'essaye d'en profiter pour la faire changer d'avis. Rien n'y fait. Elle est têtue et s'inquiète trop pour moi. Le ton monte, on en vient à se crier dessus, tant pis, j'abandonne. Je ferai ça sans son accord. J'estime que je dois le faire. Direction à présent chez l'oncle, il faut que je me prépare. Je rejoins le repère de l'oncle. Je sais que j'y trouverai sûrement ce qu'il me faudra. Enfin, j'espère, on verra. Je suis, comme à l'accoutumée, reçu avec la plus sincère bienveillance. Je lui explique alors le pourquoi de ma visite.
Jacques, j'ai besoin d'accéder à tes stocks. J'ai pris du lourd, du très lourd. Ah bon? Tu m'inquiètes, de quoi tu parles? Une banque de données. Une mission à 800 000. Un fichier à récupérer. Ah oui, en effet, c'est du lourd ça. Trop peut-être. Non, je crois pas. Si je peux récupérer chez toi ce qu'il me faut, ça devrait aller. Il se gratte le menton, pensif et inquiet, et finit par me dire: Allez, viens, on va voir les stocks. Il me conduit alors vers le fond du hangar. Après divers couloirs et portes dérobées, un passage secret s'ouvre et nous voici dans un lieu unique, un espace de stockage où se cache tout le nécessaire pour mener une véritable petite guerre. Et même plus. En effet, Jacques est un véritable paradoxe vivant. D'un côté, il est l'incarnation de la compassion et de la gentillesse. De l'autre, il se prépare au pire en permanence. Je crois que c'est en rapport avec son passé, un passé commun avec mon père. Ce vécu a été le ciment d'une belle et forte amitié. Je lui fais donc la liste de mes besoins. Katana Kriel rétractable, Mauser à plasma, Browning à balles perforantes, 8 chargeurs pour le fusil et les pistolets. Mais très vite, Jacques me signale un problème conséquent qui risque de mettre en péril le bon déroulé de ma mission. Tu me demandes 2 appareils très rares et complexes que je n'ai pas. Le hacker de données et le grappin autopropulsé. Vu les délais sur lesquels tu t'es engagé, je peux te concevoir un des deux. Mais pour l'autre, il faudra que tu t'occupes de te le procurer par tes propres moyens. Merde. Ok, je vais faire ce qu'il faut. Je choisis de me débrouiller pour trouver le hacker de données. Il est indispensable pour m'introduire dans la banque et je sais où en trouver un. Le plus simple est de m'orienter vers ceux qui utilisent ce type d'appareil. Des gens comme moi, spécialisés dans la surveillance, l'espionnage. Ceux à qui je pense sont en partie dans le même secteur d'activité, la recherche de données. Et généralement, ils opèrent dans le domaine financier. Mais eux travaillent de façon totalement légale et leurs clients sont très puissants. Ils se nomment Cumming Riley Associated. Leur bureau ainsi que leur résidence se trouvent dans le prestigieux Hôtel Hermine. Tout en rejoignant les abords de cet établissement, je m'informe sur mes cibles. Mes recherches me donnent rapidement un angle d'attaque. Ils logent à l'étage Churchill. Ils occupent 3 suites. L'une d'entre elles est commune et leur sert de bureau pour leur activité. Les suites à droite et à gauche leur serviront de logements respectifs. Je me gare assez loin et finis mon approche à pied. Le secteur est particulièrement favorisé ici. Les décorations, le mobilier urbain, les bâtiments sont éclatants et raffinés. Je longe une résidence de luxe sur ma gauche. Les parties techniques du parking à quelques mètres de moi m'offrent un point de vue idéal sur l'entrée de l'hôtel Hermine, juste en face. Je suis dans la pénombre et prépare mon assaut. Il me faut savoir où ils sont et ce qu'ils font. Je me connecte sur le serveur technique de l'hôtel et me fais passer pour le service de maintenance des systèmes électriques. Les niveaux de sécurité de l'hôtel sont sans aucun rapport avec ceux qui m'attendent dans la banque de données. Et pour le coup, les systèmes que j'utilise sont totalement suffisants. Je veux mesurer les consommations électriques au niveau de Churchill. Si leurs logements sont en consommation minimale, c'est qu'ils ne sont pas là. S'il y a une forte consommation, c'est synonyme de présence. Alors que je me concentre sur mes investigations, une scène attire mon attention. Sur le trottoir d'en face, un couple avec un enfant est en pleine crise conjugale. De toute évidence, il est ivre et totalement hors de contrôle. Le trio avance tant bien que mal. À chacun de ses pas, elle prend une violente claque et quelques insultes en pleine tête. Derrière, l'enfant est en larmes et tente quelques mots apaisants pour son père. Je traverse la rue qui nous sépare. Vite, car il sort un couteau de dessous son manteau de soie. Il risque de tuer sa compagne ou l'enfant. Mais je ne suis pas assez près. Je l'appelle et le distrais. « Oh mec, t'as vu mon chien? Je cherche mon chien !» Il tourne la tête vers moi, alors qu'il s'apprêtait à abattre son bras sur celle qui est maintenant genou à terre. Il titube et me regarde d'une étrange expression qui mêle vive colère nuancée de surprise. Je suis à sa hauteur, il s'exclame. « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, connard ?» Je lui assène un uppercut sec et violent à la pointe du menton. Il tombe KO immédiatement. La femme se redresse enfin
et l'enfant qu'elle tient contre elle m'adresse un regard plein de larmes. Sans le moindre mot, je ressens leur reconnaissance de ne pas être resté indifférent. Je leur dis, partez, laissez-le, changez de vie. Ne rentrez pas chez vous, sinon ça continuera. La prochaine fois, ce sera pire peut-être. Oui, oui, voilà. Merci, merci, me dit-elle. Le petit me frôle la main en me passant à côté. Ses yeux me transpercent. Mon cœur est serré de le voir dans une peine si profonde. Et j'espère qu'ils sauront profiter de cet instant pour trouver une solution. Je les vois s'éloigner. Elle accélère le pas. Elle disparaît dans l'hôtel Hermine. Moi, j'enjambe la raclure qui tache le trottoir et m'en retourne vers ma planque. Finalement, je m'arrête. Je me retourne et lui mets un coup de pied en pleine tête. Cette fois, c'est sûr, la mâchoire est complètement brisée. Mais je reprends le cours de mes recherches. Au bout de quelques minutes, j'ai enfin le résultat des mesures de consommation. Leur logement et le bureau sont en veille. Ils ne sont pas là. Je peux en profiter pour entrer. Direction l'arrière de l'hôtel pour passer par les entrées de service. Les sas de buanderie sont généralement les moins sécurisés. Je me dirige discrètement vers les quais réservés à cet usage. Selon mes informations, un camion automatisé ne devrait pas tarder à arriver. Il récupérera un caisson plein de linge à nettoyer et rendra en échange un caisson vide. Vide de linge, mais avec moi caché à l'intérieur. Je monte sur la façade et me tiens en hauteur sur les avancées de toit protégeant les rampes d'échange de caissons. Le voilà, le camion approche. Comme prévu, un caisson plein de linge sale se présente sur le quai. Le camion se gare juste en face. Un haillon s'ouvre sur la moitié à l'avant du camion et réceptionne le caisson. Dans le même temps, le deuxième haillon situé sur l'arrière du véhicule fournit le caisson vide. Je me suspends et me laisse tomber au bon moment. Je suis dans le caisson qui se déplace automatiquement. Me voici maintenant à l'intérieur de la buanderie automatisée. La pièce est assez grande et contient tout le nécessaire pour collecter les sacs de linge sale ainsi que les zones de réception et de stockage de fournitures pour l'hôtel. Sur ma droite se trouvent des escaliers, juste à côté il y a les ascenseurs. Je décide de prendre les escaliers de service. Je m'y introduis avec prudence, le niveau de sécurité est ici assez élevé pour un simple escalier. Nous sommes dans un hôtel de prestige. La serrure est verrouillée, je me connecte au système et déclenche l'ouverture. Je passe et referme soigneusement. Mes systèmes de détection visuelle et auditif m'informent de l'absence de personnel en cet instant. Je monte les escaliers à toute allure. Me voici au niveau Churchill. Avant d'aller plus loin, je fige les caméras au niveau où je me trouve. Je dois pouvoir passer sans être vu. J'ouvre la porte qui donne sur le couloir côté client. La zone est déserte. J'en profite et avance prudemment. Je passe les suites les unes après les autres. Au bout de quelques dizaines de mètres, je suis arrivé devant mon objectif. Je prends le contrôle des fonctions domotiques du bureau. J'allume certaines zones et déclenche certains appareils. Je simule donc la présence du propriétaire légitime. Puis, je rentre dans le programme Service en chambre de l'hôtel. Je crée une demande de nettoyage urgente. Quelques secondes plus tard, un robot de nettoyage fait son apparition au bout du couloir. Je me tiens contre le mur en face, totalement immobile. Mon mode furtif me donne aux yeux du robot pas plus de valeur que celle d'une statue ou tout autre objet de décoration. Il ouvre et je le suis au moment où il s'engage dans la pièce. Une fois rentré, je me colle contre la paroi et commande l'arrêt de l'intervention de nettoyage. Il repart aussitôt, me laissant seul et libre d'agir à ma guise. Me voici dans la suite destinée à leur activité. Une zone d'accueil des clients, un espace administratif, des bureaux, une salle de réunion. Et dans le fond, un local sécurisé retient mon attention. C'est très certainement là que se cache ce qu'il me faut. Soit je tente de forcer l'accès à ce local, soit j'attends leur retour. Ma première approche se solde par un échec. Je ne parviens pas à me connecter à leur programme de sécurité. Ma deuxième approche me fait passer pour l'un d'eux et ordonne l'ouverture du local. En vain. J'ai beau essayer à plusieurs reprises, toutes mes tentatives de clonage virtuel n'aboutissent pas. Il va me falloir patienter jusqu'à leur retour.
Ça va se passer en combat direct. J'aurais préféré éviter la confrontation, mais je n'ai plus le choix. Je pose un point d'attache au-dessus du sas d'entrée. Je me cale, coincé au plafond tel une araignée. L'angle d'attaque me donnera l'avantage. Puis, je patiente. Longtemps. Et au bout de 45 minutes, mes détecteurs se mettent en alerte. Ils approchent. Le sas s'ouvre. Je dois sauter sur l'un des deux. Je saute sur Riley les genoux en avant, ce qui a pour effet de le faire violemment tomber au sol. Et moi, de me redresser. J'en profite pour asséner un coup de pied retourné sur Cumming. Le coup est tellement fort qu'il fait un salto et retombe sur la nuque. Il n'est pas mort, mais bien sonné. Tout comme Riley sur lequel je reviens au plus vite. Je le redresse, me mets derrière lui et lui fais une clip de bras. Je dégaine mon poignard, que j'applique sur son cou, ils reprennent leur esprit et réalisent ce qui se passe. Je m'adresse à Cumming. Ouvre votre coffre et sors-moi ton meilleur hacker. Ses yeux bougent à toute allure. Il cherche une solution, je le recadre. Dépêche ou je lui tranche la tête. Je commence à enfoncer la lame, le sang gicle et Riley se met à hurler. J'arrive bientôt à la gorge. On l'entendra plus comme ça. Il craque. C'est bon, arrête, j'ouvre. Il déclenche à distance l'ouverture du local derrière moi. Il s'avance. Je me décale en maintenant fort Riley, poignard dans la gorge. Il gémit. Cumming rentre. Je précise. N'en profite pas pour prendre autre chose. Il ressort quasi aussitôt, une mallette en main. J'anticipe le piège. Ouvre la mallette et sors-le. Il s'exécute. En effet, sur la partie intérieure droite se cache une balise. Si je prends le contenant tel que, il m'aurait suivi. Le hacker se présente sous la forme d'un petit boîtier. À l'intérieur, une puissance de calcul phénoménale, des protocoles spécialisés dans l'intrusion de tout système. Aucun verrou, aucune sécurité ne saurait contenir ce pirate virtuel. Je récupère le monstre de technologie et organise ma fuite. Je retourne dans les fonctions domestiques du logement. Ouvre le sas de la suite. Je pivote Riley sur ma gauche, décoche un puissant coup de pied sur la tempe de Cumming, reprends mes appuis, lâche ma prise et lui envoie une grosse droite qui l'assomme instantanément. Ils sont tous deux inconscients au sol. Je n'ai plus qu'à faire au plus vite le chemin inverse. En moins de 2 minutes, me voici sur mon speedster. Direction les ultimes préparatifs avant l'attaque de la banque de données. Maintenant que j'ai le hacker, je peux retourner chez Jacques. Comme prévu, à mon arrivée, il me donne le grappin de sa confection et je prends tout le reste de l'équipement nécessaire. Dès demain, je vais pouvoir planifier ma mission.